dire qui je suis. Donc, je suis Florent Collin, je travaille dans le laboratoire du professeur Jean-Louis Mandel et Jamel Chili, à l'IGDMC, donc c'est du côté de Strasbourg. Donc, le professeur Jean-Louis Mandel a une grande habitude, toute sa carrière, il a consacré, disons, à l'étude des maladies génétiques ayant un attrait, un lien avec les déficiences intellectuelles. Et c'est vrai qu'on a commencé un projet il y a déjà un certain nombre d'années, maintenant, 3-4 ans, sur les maladies génétiques, maladies de déficience intellectuelle, les troubles du spectre autistique d'origine génétique, sans y inclure, disons, de manière originelle, parce que c'était pas de manière évidente l'endroit où on aurait le meilleur impact. Et en fait, progressivement, à force de discuter effectivement avec des professionnels et des familles, des représentants, et notamment j'ai eu la chance de rencontrer Jacqueline London à la dernière réunion en Dira, je pense qu'il y a quelques mois, on a pu effectivement voir qu'effectivement, ne serait-ce que sur la période de vie un peu plus tardive, sur le jeune adulte, l'adulte, et également sur le vieillissement, ce genre d'approche serait intéressant. Alors j'ai fait juste quelques slides, je n'allais pas très vite. D'autant qu'il y a Internet, donc je pourrais en plus vous montrer concrètement comment marchent les choses. Donc, comme je le disais, donc notre intérêt, c'est de collecter des informations qui sont vraiment médicales. Donc, on ne fait pas véritablement du médico-social, on est très médical. On essaie de comprendre quels sont les différents aspects de la pathologie, vraiment médicale. Hein, donc, on essaie d'affiner les tableaux cliniques. Donc, bien sûr, ça inclut le 2021, grâce à la participation directe des familles. Alors, ce genre de projet, qui sont participatifs, ce sont des choses qui existent déjà, disons, dans le pays anglo-saxon, ça se voit assez fréquemment aux États-Unis, en Angleterre, il y a des projets un peu similaires. Là, sur ce type de projet en France, on est assez seul, et je pense qu'il y a un gros besoin de donner la possibilité aux familles d'être actrices de leur propre prise en charge, de leur propre amélioration des connaissances, et éventuellement d'ailleurs de la prise en charge plutôt, parce qu'il faut déjà construire la connaissance avant d'aller au-delà. Donc on a construit un questionnaire, ce questionnaire est structuré, on avait défini un certain nombre de points qu'on voulait observer. Globalement, on regarde approximativement tout, on exclut la dysmorphie parce qu'on considère que ce n'est pas un point qui est vraiment relevant dès lors qu'on a le syndrome qui est caractérisé, on a la cause génétique. Et on va aller un tout petit peu au-delà, hein, parce que pour le maintien, c'est vrai qu'on n'était jamais face à une pathologie où l'intérêt serait si important pour les adultes, voire les personnes, enfin, pas que les jeunes adultes, des vrais adultes. Donc ce questionnaire va être renforcé, mais ce sera un questionnaire intégré, ce ne sera pas un questionnaire spécifique, vous aurez juste à aller à travers le si vous voulez participer, vous aurez juste à traverser le questionnaire et vous aurez les questions qui défilent. Donc notre idée, bien sûr, c'est de permettre aux professionnels et aux familles d'avoir accès à nos analyses, parce que bien sûr, nous derrière, dès lors que les gens commencent à répondre, nous, on a un système, on a construit notre propre système qui permet d'analyser, disons en live, les réponses. Alors bien sûr, quand il y a deux familles qui participent, c'est un peu difficile de faire quoi que ce soit, mais dès lors qu'il commence à y avoir une dizaine de familles, on commence à avoir des petites tendances. Alors bien sûr, dès lors qu'on a 50 familles, 100 familles, là ça devient beaucoup plus intéressant. Le type d'information qu'on peut extraire est beaucoup plus important. Alors bien sûr qu'on essaie de promouvoir l'interaction entre les familles. Alors, c'est pas le problème, je pense, tellement trop dans le contexte de la triple 21, où il y a beaucoup d'associations. Il y a des associations qui sont puissantes, qui sont connues, qui sont reconnues. C'est pas, il faut se rendre compte que nous, on parle aussi de pathologies qui sont extrêmement rares, où il y a quelques familles. Donc, on essaie aussi de créer ce lien-là. Donc, dans le cas présent, c'est pas forcément le problème. Donc, l'intérêt, c'est de produire des nouvelles connaissances médicales, c'est-à-dire non seulement par notre expérience actuelle sur un certain nombre de pathologies qu'on a étudiées, qu'on étudie encore, bien sûr qu'on a déjà démontré que les familles sont capables de répondre au questionnaire et qu'on est capable de retrouver les mêmes observations qu'avaient fait les professionnels. Ça veut dire que les familles savent répondre, mais on s'en doutait, mais on a fait la démonstration que les familles savent répondre très correctement à un questionnaire, ce qui est important, c'est un peu, il faut le prouver déjà, et que les nouvelles informations, parce qu'évidemment les professionnels ne regardent jamais tout, si vous allez voir votre cardiologue, vous allez voir votre neuropédiatre, vous allez voir, et aucun ne s'est dit, tiens, mais est-ce que ce trouble digestif est associé ou pas? Personne n'a vraiment la statistique. Si nous, derrière, on est capable de produire un tableau clinique complet avec l'ensemble des statistiques, on peut voir des corrélations, on peut voir des choses qui ressortent. Et donc, on affine du coup, en connaissant vraiment mieux la pathologie, même si on ne va pas immédiatement vers le curatif, au moins, un traitement symptomatique peut être imaginé. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être moins se sentir coupable si votre enfant a un trouble du comportement qui, en réalité, est assez classique.
sauf que vous êtes une pathologie ou tout cela. Donc pour maîtrise du maintien, c'est effectivement encore quelque chose qui est assez bien connu, mais nous on ira chercher du coup un peu plus loin. Donc l'idée c'est bien sûr de donner un rôle actif aux familles, parce que nous on est un petit peu finalement en zone tampon, c'est-à-dire qu'à la fois moi je me situe entre la recherche et le diagnostic, entre l'hôpital et la recherche, et aussi entre les familles. Et j'essaie de trouver un langage qui puisse correspondre à tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai une interface qui soit pratique, que les gens puissent utiliser de chez eux, avec un questionnaire qui soit suffisamment compréhensible, pas de termes trop techniques, mais derrière, que j'arrive à produire des analyses qui soient, elles, dans le format que les cliniciens aiment bien voir. Les cliniciens aiment bien voir certains termes, ils aiment bien voir certains formats de choses, et donc il faut pouvoir faire cette zone tampon, et donc de cette manière créer, à partir d'informations, disons, des familles, une information lisible pour les médecins, et qui en font quelque chose. Donc bien sûr, promouvoir l'interaction entre les familles, bon ça voilà, et être une plateforme, alors parce qu'on pense déjà à l'étape d'après, c'est-à-dire que dès lors qu'on commence à constituer ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des groupes de patients, de familles, l'intérêt bien sûr c'est de se dire, dès lors qu'un clinicien, ou un groupe de cliniciens, aurait un intérêt à lancer une étude clinique, il dispose par notre intermédiaire d'un moyen de contacter, pas directement, par notre intermédiaire, on ne permet pas les contacter directement, de contacter un groupe de personnes qui visiblement sont dynamiques puisqu'ils participent à ce genre de projet et qui pourraient donc être potentiellement intéressés par des approches cliniques. Bien sûr, on a un comité spécial pour ça, composé de cliniciens, mais vous verrez la photo vers la fin. Alors, juste pour illustrer un petit peu les choses les grandes pathologies sur lesquelles on travaille, avant de bien sûr nous concentrer vraiment sur les zones maintien, actuellement on est vraiment très fort sur un certain nombre de pathologies qui sont disons, assez rares, mais avec lesquels on a des soutiens, des professionnels de référence. Et ça, c'est quelque chose qu'on aura absolument besoin également dans le concept de la trio 2021, c'est quelques professionnels de référence qui nous poussent. Et donc, c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on a déjà une collection de cliniciens, je les ai écrits un peu en vert en dessous, c'est voilà, Damien Sans-la-Ville, Renaud Touraine, Yvan Lambit, etc. Il y a toute une collection de gens, de professionnels qui se sont déjà mobilisés et qui sont prêts, eux, de leur côté, à aller sur le site et voir quelles sont les analyses qu'on a faites et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, comme on a Internet, je vais très vite aller sur le site, ça vous pourrez avoir un aperçu. Alors, les écrans sont un petit peu, les choses sont un petit peu écrasées parce que l'écran est un peu petit. Bon, après, c'est plus ou moins ajustable en fonction de votre écran, mais c'est un peu illustratif. Voilà, donc là, c'est le site, donc il existe en différentes langues. Et dès lors que vous vous connectez à partir de votre site, de chez vous, vous êtes en France, automatiquement ce sera en français. Donc vous avez donc ce site avec la possibilité de vous inscrire. Donc il y a un certain nombre de points à vérifier si vous êtes voilà. Il y a certaines statistiques, mais ça c'est pas forcément important. Je vais juste immédiatement aller sur le formulaire d'inscription avec un certain nombre d'items assez classiques qu'il faudra remplir, et je fais juste, étant donné qu'on est dans le contexte de la trisomie 21, un petit aparté sur les causes génétiques, parce qu'évidemment il faut préciser la cause génétique exacte. Et la trisomie 21, ce n'est pas une seule cause génétique. Alors actuellement, les professionnels m'ont demandé de structurer en 4 formes d'origine génétique différentes. Disons que s'il y a une confusion, si vous êtes un peu perdu, vous partirez sur la forme classique de trisomie 21, c'est-à-dire 3 chromosomes 21. Il existe bien sûr d'autres formes, des formes un peu mosaïques et des formes partielles, voilà, des translocations complètes. Ça, c'est des choses qu'on pourra rediscuter et revenir vers vous. S'il y a un doute, rentrez avec une de ces formes. De toute façon, il faut savoir que moi, j'ai toujours un ping-pong avec les familles. Je suis continuellement en train de revenir vers elles, voir affiner, etc. Alors, par exemple, là, je suis, disons, un personnage virtuel. Je suis l'administrateur, mais j'ai un patient test qui est atteint d'un syndrome Polynévris, par exemple. Donc, vous avez en permanence accès, disons, voilà, à combien de personnes se trouvent dans votre groupe. En l'occurrence, je sais qu'il y a 191 familles, je sais quels sont le sexe des enfants, l'âge moyen des enfants, leurs origines. Donc vous voyez que nous, principalement, par exemple, sur cette cohorte, on a principalement des Américains. C'est classique, c'est un projet international, ce genre de projet marche très bien aux États-Unis. Donc on arrive facilement à capter ce genre de personnes. Bien sûr que dans d'autres cohortes, par contre, on a des cohortes qui sont quasi exclusivement françaises. Mais ça, c'est des choses qui... Voilà. Ça, c'est un peu trivial, c'est plus pour les professionnels, des fois, on a une idée de quand est-ce qu'ils se sont inscrits, etc. Donc, après, ce qui est important, c'est le questionnaire lui-même. Donc, il y a différents questionnaires, vous aurez accès, si vous connectez, à un seul questionnaire, le questionnaire général, qui est divisé en différents blocs. Et
Il y a différents blocs qui sont importants. On a divisé de cette manière-là pour que ce soit un peu didactique. La manière dont on présente les résultats ensuite aux professionnels est généralement structurée de manière un peu différente, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et alors bien sûr, il y a un grand nombre de questions, c'est-à-dire qu'il y en a 46, et bien sûr, dès lors que un aspect de la pathologie, si votre enfant ou vous-même, si vous êtes trisomie 21 et que vous voulez participer, vous n'avez pas de trouble cardiaque, vous dites non, il n'y a bien sûr pas de question, vous pouvez passer à la suite. Mais si vous avez un souci, après on essaie d'affiner toujours au maximum pour avoir l'information la plus précise que possible. Et derrière, nous on fait des analyses. Il y a quelque chose que je voudrais quand même signaler que c'est important, c'est quelque chose auquel tient beaucoup le professeur Jean Mandel, c'est l'existence de questions au début, c'est des questions ouvertes qui vous permettent de vous exprimer. Parce que bien sûr, on a créé un questionnaire en pensant couvrir le mode tout, et bien sûr, très rapidement, les familles nous ont démontré qu'on n'avait pas pensé à ça. Évidemment, parce qu'il y a des aspects des pathologies auxquels on ne peut pas penser a priori, forcément. Et donc, il ne faudra pas hésiter à s'exprimer dans ces questions. C'est des questions qui, elles, ne sont pas remises en ligne, parce que sinon, il aurait fallu qu'on fasse de la modération. Donc, c'est un petit peu dommage dans le sens où on ne peut pas les partager avec les familles comme ça, sans avoir d'abord une étape de modération, de vérification qu'il n'y a pas d'informations identifiantes. Mais pour nous, et pour les cliniciens, c'est très précieux. Parce que dedans, c'est une vraie mine d'or. Je veux dire, les problèmes suivant certains traitements pharmacologiques, ça, c'est très précieux, par exemple. Voilà. Et alors, juste de manière illustrative, voilà, ça, c'est cette visualisation auquel vous aurez progressivement accès. Alors, bien sûr, ça devient de plus en plus joli. Alors, en même temps, là, c'est un petit peu brut de décoffrage. Et vous avez accès à différents types de corps. Bien sûr, pour vous, ce sera beaucoup plus simple, puisque moi, j'ai accès à toutes les corps, donc c'est un petit peu lourd comme ça, mais vous aurez automatiquement accès à la bonne groupe, si je me bien. Voilà, et puis je vous montre juste, en live là par exemple. Si je suis intéressé particulièrement par les troubles du comportement je me mets à la place d'un professionnel classiquement, il saura, en venant sur les troubles du comportement du groupe colonne de Vries par exemple, quelle est la proportion qui ont dit oui, qui ont dit non, pour les filles, pour les garçons, quelles étaient, en plus de manière longitudinale, il faut bien se rendre compte que dès lors qu'on commence à constituer des cohortes significatives, on commence à avoir des patients qui ont des âges très différents. Donc bien sûr, parce qu'on ne peut pas suivre une personne pendant 20 ans là, ça fait que quelques années qu'on est là. Donc à moins que les gens rendent des informations rétrospectives, on a tendance à créer l'aspect longitudinal en ayant des familles avec des enfants et des adultes, jeunes adultes ou adultes de différents âges. Ça nous permet d'avoir une évolution aussi de certains aspects de la pathologie. D'aller vraiment dans le détail dans les types de pathologies, de types de troubles du comportement, et de voir éventuellement des différences d'ailleurs entre les garçons et les filles. Et donc ce qui pourrait aussi laisser penser peut-être à une différence de management entre les garçons et les filles, etc. Avec bien sûr la possibilité derrière d'avoir accès à tous les détails. Si certaines personnes, alors bien sûr là vous aurez des phrases qui sont écrites des fois en néerlandais, si vous avez des néerlandais, mais ça nous permet à nous rapidement d'avoir accès à l'information et avoir des détails et améliorer le questionnaire de manière directe. Alors pour revenir vraiment au contexte de la trisomie 21, nous, notre intérêt pour cette pathologie est bien différent de celui qu'on avait habituellement. Et c'est la raison pour laquelle, parce que, alors pour remettre sur leur contexte, nous on est très liés à un labo diagnostic, et ce qu'on constate actuellement, c'est un très grand nombre de mutations de l'euro chez des patients, avec des mutations très très rares, etc., qui sont perdues. Mais dans le contexte des trisomie 21, le problème est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a une population qui existe, mais dont on ne connaît pas forcément l'évolution, donc on connaît bien les caractéristiques au jeune âge, mais dont on ne connaît pas l'évolution par contre. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va essayer de travailler avec vous, et j'espère avec le maximum d'entre vous et des associations associées. Donc j'hésiterai pas à vous fournir, on a un flyer spécifique pour la trisomie 21 qui va être développé, et donc j'espère avoir le maximum d'entre vous pour, j'espère que je n'ai pas trop déparlé, mais sinon jamais, maximum d'entre vous pour essayer de constituer cette course. Merci pour cet exposé. Donc, on va prendre quelques questions. Oui, j'étais un peu étonnée qu'en ce qui concerne en tous les cas la trisomie 21, il n'y ait pas de questionnaire en espagnol. Il y a beaucoup de recherches qui est faite au niveau thérapeutique en Espagne. Ils ont des cohortes de patients. Et donc, je pense qu'il faudrait que vous incluiez, en particulier les Catalans, en Espagne, peut-être pas en catalan, mais en tout cas en espagnol, parce que ça permettrait en effet de fortifier votre base par rapport à ce qu'on connaît sur la trisomie.
valable pour la trisomie 21, mais comme pour toutes les autres pathologies. L'espagnol, c'est pas que pour l'Espagne, c'est également pour une grande partie des États-Unis. Il y a toute une grande partie du monde qui parle espagnol, donc c'est effectivement une langue qui est notre prochaine langue cible. Alors ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le versioning comme ça a l'air comme ça simple, mais il faut comprendre que c'est continuellement en évolution. Donc maintenir 6-7 langues, c'est également quelque chose qui devient rapidement tentaculaire, mais l'espagnol, c'est quelque chose qui est vraiment important. Qui t'a choisi Ah mais bien sûr, d'Espagnol qui parle bien le français. Absolument, c'est ce qu'on fait. On en a dans les instituts de recherche. Des gens qui connaissent bien les... Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose bien sûr, c'est quelque chose d'évident, mais qui est en réalité assez lourd à maintenir. Mais je comprends bien le point. C'est pour ça qu'on fait bien sûr français-anglais en priorité. Et après, bien sûr, on essaie d'incorporer au mieux les autres langues. Et là, mais par rapport, justement, par rapport en tous les cas aux éléments qu'on a vus ce matin, diabète, obésité, autour de la nutrition, vous avez beaucoup de gens qui viennent des États-Unis. Et donc il faudrait aussi avoir beaucoup de gens qui viennent d'Europe parce qu'on n'a pas du tout les mêmes notions et les mêmes habitudes culturelles de nutrition, et je pense que ça peut être important pour la trisomie 21. C'est un deuxième excellent point, et c'est pas que valable pour ça. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes, parfois, l'apprentissage de la parole. Vous avez, pour certaines pathologies, en France, en Europe, on pousse vraiment les enfants qui ont du mal à parler à essayer d'apprendre. Dans certains pays anglo-saxons, des États-Unis, on ne va pas hésiter à leur donner plutôt une tablette qui va leur permettre plus rapidement de s'exprimer, mais qui va leur empêcher, va leur stopper le développement de la parole. Et c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'on voit que la prise en charge, même une prise en charge qu'on pourrait penser intéressante, peut avoir un effet, disons, perverse d'une certaine manière, et que c'est intéressant de voir comment, entre pays, ils font. Donc ça, c'est une capacité qu'on a aussi, c'est de filtrer par rapport au type de pays. C'est pas tant de recruter le nombre, de toute façon, on isolera les populations, on regardera comment les unes et les autres se comportent. Mais c'est vrai que c'est très important, parce qu'effectivement, les habitudes alimentaires ont une influence... Et après, bien sûr, on peut aussi dire, dans ce cas-là, on ne considérera la population américaine, et on fera par rapport aux statistiques américaines de base, de référence, quelles sont les statistiques classiques d'obésité dans le pays. Et c'est un correctif à apporter, effectivement, si on j'ai deux questions. L'une, est-ce que vous avez le contact avec les gens aux États-Unis qui ont déjà fait ce même type de registre et qu'est-ce qu'ils en ont tiré, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer et quelles remarques ils peuvent vous donner positives pour pouvoir améliorer, etc. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est au niveau de l'anonymat et au niveau du consentement. Quand j'imagine que c'est la famille qui va remplir le questionnaire, et derrière la famille, il y a la personne. Et comme il s'agit d'elle et que ça va rentrer dans un document qui ensuite va être utilisé par des professionnels, comment on va prendre en compte, comment vous pouvez prendre en compte, j'ai absolument pas de solution, mais c'est une vraie question. Je crois, comment on prend en compte son consentement de savoir que ces données personnelles seront, même si elles sont bien anonymisées, vous allez me répondre comment le problème. Voilà. Merci, excusez-moi. Non, mais ça. Alors, à la première question, c'est vrai que le projet que je maintiens a commencé, l'idée a commencé il y a quelques mois. C'est vrai que les professionnels avec lesquels je travaille sont franco-français. Et c'est vrai qu'il faut que j'aille voir avec eux et collectivement, effectivement, les efforts faits aux amis et voir leur retour personnel. Ça, c'est le premier point et je suis tout à fait d'accord. Deuxième point, c'est anonymiser. Si les choses sont anonymes réellement, il n'y a aucun souci. Par contre, là, dès lors que vous vous inscrivez, vous allez donner des informations identifiantes. Et là, c'est différent. Il faut réussir à désidentifier. Oui. Donc, nous, notre technique, non seulement on a travaillé avec le programme national de maladies rares, radicaux, pour essayer de mettre en place un système d'e-consentement, c'est-à-dire un système de consentement online, on n'a pas besoin de donner un papier à chacun pour dire voilà. Mais en plus, on nous a imposé, parce que bien sûr on a dû faire une déclaration à la CNIL, on a dû avoir une évaluation de clinique génétique, on nous a dit non mais si vous stockez ça dans une base, vous présentez, ce n'est pas possible. Donc il faut bien comprendre que nous on stocke non seulement des informations médicales dans une base de données, les informations cliniques dans les informations génétiques dans une autre, les informations qui seraient identifiantes, c'est-à-dire username, disons l'adresse mail qui est généralement nom, prénom, @script.fr, ce genre de choses.
dans une troisième base ce qui fait que, dès lors que, imaginons un pirate, un hacker vraiment balèze, arrive à casser le système, il arrive toujours à rentrer dans le système, il aura accès, disons, à une base, mais il faudrait qu'il ait accès aux tables de correspondance pour avoir un lien entre les informations d'une base et d'une autre, sachant que les bases sont indépendantes les unes des autres, qu'elles sont hébergées dans des serveurs habilités à héberger des données de santé. Donc là, on a affaire quand même, il faudra quand même imaginer des gens qui sont vraiment pas formés. On ne donne pas aux professionnels de données identifiantes. C'est-à-dire, les données que vous aurez accès sont similaires aux nôtres. Dès lors qu'on leur donne accès, disons, la seule chose qui est un peu différente, c'est l'accès, disons, à ces questions ouvertes. Et là, dès lors que je dois envoyer ces questions ouvertes, ce que je fais généralement, c'est que quand quelqu'un a mis le prénom de son enfant, je l'enlève. Mais ça, c'est... Et après, c'est très difficile. Alors, pour la vie le problème est moins grave, disons, que pour une pathologie où, finalement, si vous n'êtes que 2 sur la planète, quelle que soit la technique que vous utilisiez, voilà. Mais c'est un excellent point, et en même temps, dès lors qu'on pose la question, parce qu'on nous a bien sûr beaucoup embêté avec ça, légalement, etc., mais dès lors qu'on pose la question à ces familles qui sont très très seules, elles nous disent on préfère quand même que quelque chose se passe. Quoi. Donc, mais je comprends très bien votre point, et on a fait le nécessaire. Tout est fait en ordre. Oui, bonjour. Marie-Paul Martéjal, des Papillons Nord Paris. Je voulais savoir, ce ne sont que les particuliers qui interviennent, les familles en tant que telles, ou est-ce qu'il y a des associations de parents qui viennent se greffer ou qui peuvent répondre, je parle association de parents ou association médico-sociale ou n'importe. Alors, on insiste toujours pour que la famille soit elle-même responsable de la personne sur laquelle les interventions sont données. Donc, que des associations se motivent et qu'elles motivent les familles à participer, oui, mais on a fait un système qui peut être accessible depuis la maison. Généralement, on part plutôt sur cette logique-là. Il n'est pas impossible, lors de l'enregistrement au début, de préciser qu'on n'est pas vraiment de la famille, mais qu'on est un proche, qu'on est une association. Il y a un onglet qui permet de le préciser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même préciser avant de donner son consentement pour que nous, on sache quand même bien qui a fait quoi dans cette histoire. Oui, il n'y a pas de risque de doublon entre un établissement qui va rentrer les données, ou une famille, etc. Voilà. Non, c'est ça. Alors ça fait partie des choses auxquelles il faut faire très attention. Oui. Parce que c'est vrai qu'en plus, maintenant, il y a certaines règles où on essaie maintenant de numéroter les patients avec des sortes de numéros qui entrent en compte leur numéro de sécurité sociale, etc. Chose que nous, n'a pas du tout le droit de faire. Je veux dire, c'est extrêmement identifiant en réalité. Donc, même si pour eux, ça semble être un bon moyen de vérifier que la personne, elle est bien là qu'une seule fois dans la base, on est d'accord, mais c'est des choses que nous, on ne peut pas faire. Oui, excusez-moi, j'ai pas écouté le topo, je suis François Gallard, donc je m'intéresse un petit peu aux événements de en fait, c'est que les familles de patients qui rentrent dans le NIDA, ou est-ce que les praticiens peuvent rentrer dedans? Non, alors les praticiens doivent pas. Enfin, les praticiens peuvent avoir des comptes pro, mais les comptes pro, c'est quelque chose de différent. Les comptes pro, c'est des comptes qui pourraient donner accès aux analyses de certaines pathologies. Mais alors là, on ne les donne bien sûr pas à n'importe qui. Parce que derrière nous, on essaie quand même de contrôler qui va sur le site, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas permettre n'importe quoi. Donc, on essaie non seulement d'avoir un suivi, on vérifie que les familles qui y participent, le profil des réponses qui est donné est quand même cohérent, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gens un peu random qui donnent n'importe quoi comme réponse. Donc, on arrive à avoir des profils, donc on vérifie que c'est logique. Et les professionnels, eux, on a un système de contrôle d'accès et on leur donne accès à exactement ce à quoi ils ont droit. Et ça, c'est des comptes professionnels. On ne veut pas, en fait, de toute façon, sur le monde professionnel, ils n'ont pas le temps. C'est bien simple, ils n'ont pas le temps de répondre pour leurs patients à un questionnaire aussi large, alors qu'ils ont une expertise extrêmement forte, certes, mais généralement sur certains points. Donc, c'est bien la famille qui demande, c'est les parents, c'est de leur côté qu'on essaie d'avoir l'input. Je pense que j'en ai parlé avec Damien, je pense, parce que bon, je connais très bien Damien, mais il se trouve que moi j'ai coordonné 2 grosses études au niveau national sur le syndrome de Tiger, généralisation de 1.2 avec Martin Bocofenzi, que ce soit en prénatal ou en postnatal, qu'on est en train de faire la même chose sur la question 3.6. Le réseau RENAPA, pour ceux qui. RENAPA, on fait une analyse chromosomique sur plus ADN, et donc on retrouve différentes petites anomalies qu'on retrouve dans le réseau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'appels à collaboration au niveau national, en France, qui est une base de données quand même qui est extrêmement importante. Et le point d'entrée, c'est plutôt, à mon avis, les praticiens. Que le praticien après demande à ses patients de retourner sur le GINA, ça me semble être une bonne idée. Mais je dirais que pour
pour l'accord, par exemple, du centre de Dijon, on a quand même à plus de 600 patients. On a les données. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas la question. Nous, on n'a pas fait le même pari. C'est-à-dire que nous, on a fait quelque chose. Faire que les cliniciens se mettent ensemble pour faire des bases de données, c'est pas nous. Je veux dire, et ça marche très bien, on est d'accord. Oui, mais maintenant, il faudrait qu'on arrive à avoir des liens qui nous permettent aujourd'hui, à partir de nos bases de données, de transférer tout. Ah, oh là là. Non, mais c'est ça. On n'arrive déjà pas. Non, je veux dire, concrètement, d'un hôpital de Paris à un autre hôpital de Paris, dès que votre enfant passe du service pédiatrique au service adulte, ils n'arrivent déjà pas à se passer les infos. D'accord? Donc, passer les infos d'une base de données à une autre base de données, vous imaginez la CNIL, elle devient complètement... Alors, ce matin, vous n'étiez pas là, malheureusement, il y avait Sophie Lapointe qui était là, justement, on parlait justement de créer une base pour la trisomie 21, c'est-à-dire en fait créer une vraie base, c'est-à-dire qu'on crée, parce que je veux dire, on gère l'accord Constance sur les filles des personnes 50 ans et demi, donc on peut très bien imaginer de recréer une cohorte spécifique pour la trisomie 21, spécifique dans le Dijon, qui sont vraiment les syndromes les plus fréquents, et donc ça aurait un intérêt de le faire. Maintenant, effectivement, on prend contact rapidement, parce que si on veut faire ça, si on veut faire un appel à projet au niveau national, je pense, mais ça serait un truc, mais le problème, c'est qu'effectivement, il faut une double interaction, parce qu'il y a l'interaction qu'on a avec la famille, et l'interaction qu'on a avec les praticiens. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut discuter. Je pense que c'est le bon moment pour discuter de ça. Je veux dire, vraiment, si vous êtes sur le point de lancer quelque chose, on peut vraiment essayer de réfléchir. Et c'est vraiment le moment de réfléchir. Je veux dire, l'avantage que nous, on a par rapport aux familles aussi, il faut se rendre compte, c'est que nous, l'avantage, c'est qu'on a des centaines et des centaines de pathologies différentes à gérer. Et bien sûr que pour les grandes des pathologies de trisomie 21, il y a des associations, mais la plupart des pathologies sont totalement... les gens sont seuls. Donc ils ont bien sûr des groupes Facebook, mais donc c'est aussi ça se fait par les familles, c'est aussi dans cet intérêt-là. Mais après, je pense qu'on devrait essayer de s'y passer. Parce qu'en fait, dans les pathologies qui ont une fréquence de 1 sur 1000 ou 1 sur 2000, comme la trisomie 21 et le dit Georges, il y a des pathologies qui ont une fréquence de 1 sur 50 000 à 1 sur 100 000. Donc on n'est pas du tout, effectivement, tout à l'heure, on n'est pas du tout dans la même fréquence. Et donc c'est vrai que la gestion des bases au niveau des fréquences de pathologies, comme la trisomie 21 et le dit Georges, sont un petit peu différentes, je pense. Oui. Merci, oui. Deux choses. Bon, d'abord, professionnellement, je suis à fond pour la constitution de base de données. Bon, je suis inspecteur général de l'INSEE. Bon, donc, c'est absolument fondamental que nous constituions effectivement ce type d'outils pour la recherche, pour les études. Je dois dire même, en prenant des exemples à contrario, qu'à la FRT, on a essayé de lancer une enquête pour les problèmes oculaires des personnes avec trisomie 21. On n'est pas arrivé parce que on a voulu le faire sur la bonne volonté des gens et manifestement ça ne marche pas. Il faut constituer des bases de données ex-ante que l'on puisse utiliser au maximum. Je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, on pourrait discuter. Non, un autre point que je voulais dire, cette démarche doit être un petit peu générale. Je vous signale qu'il existe quelque chose depuis le mois de mars de cette année, on est en 2018, pardon, depuis le mois de mars 2017, qui est le portail de signalisation des effets des produits de santé. Moi, je trouve que j'y ai un peu participé. Ce portail donc, est géré par le ministère de la Santé, il est très facile à trouver, hein, vous tapez sur Internet. Ce portail, pardon. Donnez l'autre. Bon, c'est affreux. Alors, ce portail, moi je l'ai utilisé, par exemple, lorsque notre fils a eu des problèmes avec le lévothyrox, et qu'il a subi des effets secondaires. Ça permet de faire remonter de l'information sur les effets qu'ont tels médicaments ou tels produits de santé sur nous-mêmes ou sur notre famille. Derrière, d'une part, il y a une utilisation qui m'a paru, qui a été assez rapide d'ailleurs, hein, qui est assez rapide parce qu'il y a des centres qui utilisent ces informations et qui reviennent après auprès de vous pour contrôler les choses, etc. Mais ça fournit de l'information pour pouvoir faire des études. Moi, j'ai demandé, est-ce que l'on pourrait utiliser ces données centralisées au niveau du ministère pour faire des études sur les effets du lévothyrox sur les personnes avec trisomie. C'est là qu'on s'est aperçu, effectivement, qu'il y avait très peu de signalement. Bon, mais donc, si vous voulez, je vous engage
à participer pour les recherches, à participer à la constitution de ces bases de données et le fournir de l'information, c'est toujours anonymisé, ne vous inquiétez pas, au maximum.